Bienvenue au studio Frandroid, bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots? Bien sûr, salut à tout le monde sur internet, en direct. Je suis Sébastien Borgé, cofondateur et CEO du studio Pixel qui développe des jeux sur mobile et tablette pour les plateformes Apple et Google principalement. Ok. Pixel, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du coup? Oui, donc Pixel c'est un studio américain qui a été créé en avril 2011. On a des bureaux entre San Francisco, Buenos Aires, l'Argentine et un à Paris. On est maintenant 22 personnes et on a sorti 4 jeux qui totalisent 10 millions de joueurs à ce jour. Ok, ça c'est impressionnant. J'imagine que tu as suivi un petit peu l'E3 ces derniers jours. Oui, j'ai pu avoir, grâce à une bonne couverture presse de cet événement, un aperçu intéressant de ce qui s'y est passé sans y être présent. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce qui en est ressorti principalement, c'est l'arrivée des consoles de nouvelle génération et un grand combat entre Microsoft avec sa nouvelle Xbox One et Sony avec la PlayStation 4 pour des jeux de la nouvelle génération de jeux en qualité graphique HD et bien plus. Et du coup, le jeu sur mobile là-dedans Eh ben, à ma petite déception, j'ai trouvé qu'il est apparu encore en retrait par rapport à l'ampleur que prend le jeu sur mobile actuellement sur le marché. Il faut dire que l'E3, historiquement, c'est un événement qui est vraiment quand même dédié aux gros acteurs du marché du jeu vidéo, ceux qu'on appelle typiquement les studios AAA. Et donc, c'est pas le salon de prédilection par rapport à la Game Developer Conference ou Casual Connect, qui sont des événements beaucoup plus centrés sur le mobile et les nouveautés, nouveaux jeux et produits qui peuvent arriver sur ces plateformes-là. Actuellement, il faut savoir que le marché du mobile est vraiment un marché en pleine expansion. On doit avoir un peu plus de 1 milliard de smartphones, avec une projection qu'ici à 2020, on va être sur 20 milliards. On constate que les gens jouent de plus en plus, donc c'est rentré dans les mœurs de jouer sur son smartphone. Même les gros studios, je pense, ont bien pris le virage de sortir leurs titres sur ces plateformes en parallèle des jeux sur console, mais la compétition devient plus forte. Donc pour nous, pour des studios comme Pixel, nous avons la chance d'être arrivés sur ce marché il y a déjà 2 ans et de s'être taillé une certaine réputation, ce qui fait qu'avec nos jeux, nous avons une reconnaissance. Mais nous n'allons pas rentrer de manière frontale sur leur terrain et continuer à faire des jeux plutôt orientés casual ou de niche. Donc, si je peux vous présenter un petit peu à notre audience quels sont nos jeux. Tout à fait. Alors, tous nos jeux sont disponibles en téléchargement gratuit avec des achats intégrés sur les plateformes Apple et Android. Le premier jeu du studio s'appelle Doodle Grub. Voilà, si vous cherchez le nom. Ok. Je vais essayer de le montrer à la caméra, je sais pas si ça va bien passer. C'est un titre tout simple, un remake d'un jeu du 7 ans. Attendez. Voilà, basé à l'accéléromètre, donc il faut incliner le device pour contrôler le petit serpent. Manger des pommes tout en évitant les ennemis qui vont défiler tout le long de l'écran. Manger des pommes, c'est pas un message politique ça? À la base, ça a été détourné, mais nous c'était un principe de bonne diététique. La particularité de ce jeu, hormis ces mécanismes simples qui sont à la croisée du Pac-Man et du Snake, c'est qu'il propose des graphismes type bande dessinée qui ont été réalisés par Laurel, qui est une artiste assez réputée en France et qui fait partie une des fondatrices du studio. Et ce graphisme bande dessinée permet d'être à mi-chemin entre l'univers bande dessinée et le jeu vidéo, ce qui permet à une audience plus large d'entrer facilement vers nos titres. La stratégie à long terme du studio est d'essayer de développer une marque, une mascotte autour de ce petit ver orange que vous
vous voyez ici, ou juste à côté Ouais, de nous en de la peluche par exactement. exemple. Ce qui nous différencie des autres studios qui ont tendance à sortir beaucoup de titres. Nous, chez Pixel, depuis qu'on existe 2 ans maintenant, on n'a fait que 4 jeux, mais notre stratégie consiste à vraiment améliorer les produits au fur et à mesure avec des mises à jour autant que possible, tant que le jeu a une audience. Vous continuez à faire vivre monétise. votre application. Voilà, En fait. voilà. Chaque jeu est un produit très avancé et on va le faire vivre autant que possible en ajoutant des nouveaux contenus, etc. Du coup, par exemple, l'audience de Doodle Grub, ça représente combien de personnes aujourd'hui? Est-ce que tu es Alors, capable de nous Doodle dire? Grub, ça a été 6 millions de téléchargements au total. C'est un jeu qui a un peu plus de 2 ans, donc maintenant on l'a bien mis à jour, mais depuis, l'audience s'est un peu essoufflée parce qu'on a travaillé sur sa suite. Donc sa suite s'appelle Greedy Grub. Je vais vous la montrer. Elle est disponible actuellement uniquement sur les plateformes iOS, mais sera d'ici 1 mois, donc on va dire mi-juillet, sur le Disponible Google sur Play Android. Store. Ok. Donc Greedy Grub, c'est un jeu de gestion où il faut s'occuper. C'est un jeu de gestion où vous contrôlez à nouveau le grub, le petit vert orange ici, en 3D isométrique, toujours le graphisme type bande dessinée qui a été réalisé par Laurel. Et donc, vous gérez cette forêt, vous devez vous occuper de ses habitants, de planter des arbres, les arroser pour les faire pousser et récolter leurs fruits qui vous donnent des graines permettant d'acheter des décorations ou d'autres arbres ensuite. Donc on a créé un univers vraiment loufoque, tout droit sorti de l'imaginaire de Laurel, avec des personnages animés mignons qui vont vous donner des quêtes à accomplir en parallèle de la gestion habituelle de cet environnement tout mignon. Le jeu plaît particulièrement aux femmes et aux jeunes audiences et pour l'instant affiche de plutôt bons résultats, donc on est très confiant sur sa sortie Android. Et vous nous avez parlé de jeux qui étaient un peu serpents, qui rappelaient quand même nos débuts sur les mobiles. On voit quand même un petit côté rétro gaming, c'est vraiment un truc que vous voulez mettre en avant? Oui, ça fait un peu partie de notre culture geek, entre guillemets, de notre historique dans le jeu vidéo. On a tous démarré assez tôt, pour ma part un peu sur le tard avec la Super Nintendo, mais les autres fondateurs avaient déjà démarré avec l'Atari ou la Commodore. Et donc, on a voulu faire ressortir cette passion du jeu vidéo sur un de nos titres, qui est le 3e que je vais vous présenter, qui s'appelle The Sandbox. Cette fois-ci, c'est un jeu tout en pixel art. Je vais revenir au menu principal. Et c'est un jeu de création de monde virtuel où vous devez combiner des éléments. Vous avez accès à plus d'une centaine d'éléments, donc la terre, l'eau, la pierre, le feu, l'électricité, le métal, des arbres, des animaux, des poissons, des oiseaux, des petits humains et des contraptions, parmi lesquelles des explosifs, des LED, etc. Et toutes ces créations vont vous permettre de créer des mondes virtuels sans aucune limite. Donc, je vais vous montrer, le jeu actuellement compte plus de 5 millions de joueurs sur iOS et Android. Je vais vous montrer un petit aperçu des créations des joueurs telles qu'ils les ont partagées dans une galerie en ligne, si le réseau est bien accroché. Aïe. Problématique de réseau en direct. Ouais, Et Pas tant toujours pis, facile. mais... Et alors, vous développez pour Android et pour iOS, votre préféré? Alors, historiquement, on a été, sans trop le cacher, pro Apple dès le départ, puisque c'était quand même les premiers à être arrivés sur le marché et à avoir offert cette opportunité aux développeurs indépendants de se lancer. Mais on a très vite rattrapé le retard qu'on avait par rapport à Android dès qu'on a senti qu'il y avait une forte traction. Et cette traction nous a été confirmée lorsqu'on a lancé justement le Sandbox,
sur Android, donc en mars dernier, où en l'espace d'une semaine, on a eu plus de 1,5 million de téléchargements suite à un featuring sur le Play Store par Google. Et on n'avait jamais vu une telle croissance de joueurs sur iOS, même lorsque on avait une bonne mise en avant aussi. Donc effectivement, on ressent, et je le constate maintenant tous les jours auprès de nos stagiaires ou dans la rue, je vois qu'il y a de plus en plus de gens avec des terminaux Android dans les mains. On sent que la plateforme prend les devants en termes de nombre d'utilisateurs. Du coup, nous en tant que studio, vu que notre promesse c'est de créer une nouvelle mascotte, un nouveau héros et d'avoir des jeux accessibles par tous, ça serait très compliqué de continuer à ignorer cette plateforme. Mais depuis 1 an et demi maintenant, le cross-platform et la sortie quasiment simultanée de nos titres sur les 2 plateformes fait partie intégrale de notre stratégie. Ok. Et le modèle free-to-play, alors comment ça se passe pour vous ? Est-ce que tu constates justement sur les 2 plateformes des différences d'habitude de consommation ? Alors le modèle free-to-play, c'est quelque chose qu'on a adopté dès le départ en fait. Notre premier jeu était déjà un freemium et tous les autres l'ont été, donc on ne fait pas partie de ces studios qui ont parié sur le premium et puis ont migré sur le tard. Donc il n'y a pas eu de différence majeure entre nos titres sur iOS et Android dans la manière de concevoir le gameplay et les mécaniques de paiement, ce qui je pense a aidé à avoir des plutôt bons taux de conversion lorsqu'on est arrivé sur Android. Ensuite, tout dépend en fait des marchés et des pays. Il faut savoir que Android est prédominant sur un certain nombre de pays émergents. Donc, je vais citer par exemple la Chine, la Russie, le Brésil, mais que les niveaux de monétisation sur ces pays-là, sans être une grosse surprise, ne sont pas du même acabit que sur l'Europe et les États-Unis. Ensuite, quand on compare sur les mêmes marchés, donc États-Unis et Europe, on a vu au moment du lancement des niveaux de revenus équivalents à iOS. Ouais. Après, dans le long terme, on ressent quand même un certain essoufflement. Ok. Et si j'avais juste une petite plainte à émettre, il faut savoir que la politique de Google vis-à-vis des achats intégrés est très très pénalisante pour les développeurs, dans la mesure où il y a des abus extrêmes de joueurs qui annulent leurs achats dans les 10 minutes. Voilà. D'accord. Le taux d'annulation est quand même anormalement élevé, donc on sent que une certaine partie de la communauté Android ne joue pas le jeu correctement vis-à-vis des développeurs. Je comprends. Du coup, sur l'aspect Google, est-ce que tu as suivi Google I.O. 2013 ? J'ai pas eu la chance de pouvoir avoir mon billet et être présent sur place. J'étais un peu trop tard sur ça, mais j'ai suivi effectivement les différentes actualités. On a pris le parti d'être assez réactif à chaque fois qu'il y avait des annonces lors de ces conférences. Donc, de la même manière qu'à la WWDC la semaine dernière, on était présent cette fois-ci, on va intégrer un certain nombre de technologies. On a déjà intégré certains Google Play Services dans The Sandbox, donc, notamment les achievements qui s'y prêtaient bien. Et effectivement, comble un certain vide qui était présent. Avant du coup que Google sorte sa plateforme Google Play Game Services, est-ce que vous aviez l'habitude de travailler avec des Feint ou autres entreprises ? Effectivement, ça remonte à 2 ans maintenant, on avait intégré OpenFeint. Parce qu'on aimait bien leur approche vraiment orientée sur le joueur et qui comblait ce vide des scores, des achievements, des leaderboards et des achievements cross-platform sur les jeux, qui permettaient donc aux joueurs de se mettre en compétition, peu importe leur device. Et malheureusement,
heureusement pour eux, la société a été rachetée par Grim et a complètement pivoté son business model et son activité, et le service a été abandonné. Et on n'a pas vu émerger d'autres acteurs, d'autres remplaçants majoritaires. On pense, donc du coup, on a appliqué le système propre à Google en remplacement, mais avec le réseau social Google+, et toute leur force de frappe, je pense que ça va s'imposer sans aucun problème. On n'a pas trop de doutes non plus. Est-ce que tu as regardé un petit peu le planning de la DroidCon? J'imagine que oui. Est-ce que tu as été à des conférences hier? Est-ce que tu as des choses que tu veux aller voir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours de conférences développeurs? Alors, j'avoue avoir été assez occupé à préparer mon pitch hier sur le Demo Camp et à faire un peu de business développement directement avec différents partenaires présents. Donc, j'ai pas pu assister en direct à des sessions. Malheureusement, je suis venu tout seul sur le salon, donc je n'ai pas encore le don d'ubiquité, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage, oui, mais je pense que de toute façon, toutes les sessions ont été enregistrées. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je les regarde tranquillement à la maison. Aujourd'hui, j'irai voir le planning par rapport à les différentes sessions qui sont proposées. Je pense que ce que j'ai pu constater au cours de ces 2 dernières années, c'est qu'il y a une véritable professionnalisation de tout ce marché Android et ses acteurs. Et donc, on a moins l'impression d'être face à des étudiants qui sont sur un projet très très passionné, mais sur un projet de fin d'études, mais on sent que une grande maturité s'est installée, que les services fonctionnent comme des entreprises, sont bien rodés, et donc c'est une très bonne chose dans la mesure où on s'oriente vers un marché mature. Ok, très bien. Bah écoute Sébastien, je te remercie d'avoir partagé avec nous tout ça, et puis on se croise dans les couloirs de la DroidCon. Ça marche, au plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.